Bonjour et bienvenue au podcast Invest Immo, épisode numéro 3. Vous écoutez le podcast Invest Immo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimmoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Bruno, votre honorable serviteur pour ce podcast dédié à l'IMO. Merci d'être parmi nous. Pour commencer, je voulais juste vous rappeler que cette émission est aussi la vôtre. Si vous souhaitez partager votre expérience et en faire profiter d'autres personnes, ce serait avec grand plaisir. Pour cela, c'est simple, il suffit de m'envoyer un email à l'adresse bruno@investimmoclub.com. Puis on pourra convenir ensemble d'un créneau pour réaliser une interview. Donc pour cet épisode, numéro 4, nous accueillons Jean, qui a commencé par investir dans sa résidence principale avant de bifurquer vers l'activité de marchand de biens dans la région bordelaise. Donc Jean va nous expliquer comment il a réalisé sa première opération sur sa RP. Il abordera rapidement son expérience en tant qu'agent immobilier classique. Vous apprendrez ensuite quels sont les principes et obligations fondamentales du marchand de biens. Dans le détail, Jean décrira la relation qu'il a réussi à installer avec son banquier. Et enfin, nous parlerons du défi que s'est imposé Jean récemment. Il consiste à acquérir un appartement qui s'autofinance tous les 6 mois. Pas mal. Vous pourrez retrouver les notes de l'épisode à l'adresse investimmoclub.com, épisode 3. Allez, on y va. On accueille l'invité du jour. Bonjour Jean. Merci beaucoup de participer au podcast. Avec plaisir. On va essayer de balayer un petit peu ton histoire d'investisseur immobilier. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter rapidement ton histoire et puis comment tu en es venu à l'immobilier ? Eh bien, écoute, c'est un peu par hasard, j'ai un parcours un peu particulier puisque après mon bac que j'ai sauvé au dernier moment à l'arrache, je suis parti en gendarmerie en fait, en peloton d'intervention de gendarmerie, donc rien à voir avec l'immobilier. Finalement, ça m'a amené à vouloir devenir pompier de Paris, également une tournure un peu différente, mais entre les deux, j'ai eu le droit à un accident de moto qui m'a valu 1 an de rééducation. Donc, D'accord. Paris. Alors voilà, mon grand challenge, ça a été de réussir à rentrer dans les pompiers de Paris, devenir pompier de Paris, et puis finalement, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais envie d'autres horizons. C'est un métier, Ouais. Extraordinaire, mais j'avais envie de tellement d'autres choses que... Toi, tu es de Paris à la base Non, ou je pas du tout ? suis Ok. bordelais, moi. Moi, je suis sur la d'accord. région bordelaise. Actuellement, je suis également sur Bordeaux. La gendarmerie m'avait amené dans la région lyonnaise. Les pompiers de Paris, à Paris. C'est pas si sûr parce qu'ils ont des unités un peu partout en France. Ah. Enfin, ils ont d'autres points en France. Ah oui, c'est des unités spécifiques Voilà, parmi les pompiers, c'est ça ? Ils C'est ont un ça. statut C'est spécifique. pas le sujet du jour, donc je vais enchaîner sur ça. Mais donc en fait, après les pompiers de Paris, je me suis retrouvé, si tu veux, après 2 métiers comme ça, qui sont quand même des métiers très liés à la vocation. Tu te demandes un petit peu ce que tu vas faire, quoi. Donc déjà, D'accord. par exemple, vendre des maisons, qui va être la suite de mon parcours, c'était hors de question, quoi. Ah d'accord. Je me lève pas le matin pour vendre des maisons à ce moment-là. Et finalement, à force de réflexion, je me retrouve topographe géomètre. Donc pour le coup, c'est un petit lien avec l'immobilier, mais que je décèle pas à ce moment-là. Donc ça, c'est intéressant, ça m'a amené pas mal. Il faut refaire des études pour faire ça. Alors, l'idée, c'était ça. L'idée, c'était de faire un BTS pour essayer. Je m'étais rendu compte, si tu veux, que tous les jobs un petit peu intéressants dans le monde merveilleux où l'on vit, il fallait avoir, si possible, des diplômes, même si les diplômes ne servaient à rien. Enfin voilà, tout le monde connaît la problématique. Donc, je m'étais dit, écoute, tant qu'à faire un travail qui te plaît, essaie de compiler. Et je voulais faire ça en alternance. Bon, le hasard a voulu que ça ne se fasse pas comme ça. J'ai été accepté au BTS, mais le BTS, c'est pas fait pour des raisons administratives qui n'ont rien à voir. Mais mon employeur m'a quand même gardé parce qu'il était content de ce que je faisais. Il voulait quand même que je travaille avec lui. Et donc, je me suis retrouvé topographe géomètre. Et au bout de un peu plus d'1 an à faire ça, je me suis rendu compte que je trimais pour mon patron, qui était fort sympathique, mais c'est lui qui partait en vacances en Suisse pendant que moi je faisais les chantiers de topographe géomètre. Donc j'ai commencé à me poser la question de comment sortir de ça. À mon avis, ça parle à beaucoup de monde quand je dis ça.
Ouais, Et en certainement. refaisant un petit peu la liste des métiers, je suis tombé sur l'immobilier. Et alors là, il faut bien se dire qu'à ce moment-là, je connais absolument rien à l'immobilier. Hein. L'immobilier, c'est des requins Ouais. en chemise, cravate. Tu vois, c'est ça que j'ai. Ouais, le cliché, quoi, Voilà, de l'agent immobilier. le cliché péjoratif et tout. Mais bon, ce que j'y vois, c'est une forme d'indépendance qui est quand même assez intéressante. Le moyen d'organiser son temps, d'être responsable. C'est surtout ce côté d'être responsable de sa réussite comme de ses échecs, mais de reprendre la main, quoi. C'était ça qui était intéressant. Et puis, si tu veux, sur toute la liste des métiers que j'avais pas encore rayé, l'avantage qu'il y avait avec l'agent immobilier, c'est que peut-être de temps en temps, j'allais faire une commission un petit peu supérieure aux autres, et ça permettrait de faire un peu de gras, quoi. Ok. Tu vois, à ce moment-là de ma vie, je sors donc de métiers qui sont quand même plus liés à la vocation. J'ai essayé d'avoir un métier dit normal, et bon, je m'ennuie, quoi. Le métier est sympa, mais je m'ennuie. Et là, la nouvelle stratégie personnelle, toujours ça qui va dicter tous les autres choix, hein, faut pas l'oublier, c'est de me dire, écoute, mon métier va être un outil qui va m'amener une rémunération, mais si possible une liberté intellectuelle, une liberté d'emploi du temps. Et je vais greffer dessus des salaires un petit peu plus confortables pour mettre en place mes passions qui sont pas rémunératrices. C'est un peu ça. Tout à fait, ok. Ouais. Donc tu deviens agent immobilier. La vie est faite de hasard. Il se trouve que quand j'avais prévu justement pour le coup de faire toujours dans cette idée de faire un BTS profession immobilière, et quand ouais, pour avoir un diplôme, ouais. Toujours la même idée, essayer de. Et au final, pas besoin. Mais au final, en fait, je demande conseil à la mère d'une amie qui tenait une agence immobilière. Enfin, tu vois, l'ancienne génération, quoi, la vieille de la vieille qui cartonnait, qui était la machine de guerre. D'accord. Et je lui demande ce qu'elle en pense. Et là, voilà, qui me répond. Alors, moi, c'était dans le cadre d'un. Comment ça s'appelle tu sais, on fait ça en un an, là, j'ai perdu le nom. Enfin, bon, bref, c'était une formation accélérée que tu fais dans le cadre de tes droits à la formation. Oui, d'accord. J'ai plus le nom, c'est un truc que tu vois, je sortirai dans 2 secondes, mais là j'ai zappé. Et donc je lui demande qu'est-ce que t'en penses, et sa réponse a été claire, elle m'a dit, ce qui à mon avis était un petit peu excessif, mais je pense qu'elle savait où elle voulait aller. Elle m'a répondu, si t'as envie de perdre un an, n'hésite pas. Ouais, voilà, donc ça a mis le cadre. Alors bon, c'est pas totalement vrai, parce que c'est toujours intéressant d'avoir quelques bases théoriques. Voilà, c'est ça, je vais pas contre ça du tout, mais effectivement, vu mon caractère, d'où je venais et les objectifs que j'avais, c'était pas plus mal de rentrer dans une grosse boutique, donc ce que j'ai fait à l'époque. Ok, et d'aller tâter le terrain directement, quoi. Voilà, alors surtout, je mets un petit bémol à ça, c'est que la fameuse boutique avait une formation initiale et accompagnait les nouveaux venus. Ok, d'accord, ok. Ce qui fait que voilà, t'étais pas lâché dans la nature comme ça, et tu pouvais effectivement apprendre sur le tas, et on se rend compte assez vite qu'il y a quand même pas mal de choses qui tiennent plus de l'expérience que... Alors ça, je dis ça dans la mesure où tu es encadré et qu'il y a quelqu'un qui va être un référent juridique qui est légal pour pas faire n'importe quoi. Faut faire super attention dans ce métier, mais voilà, c'était très bien. Donc me voilà parti dans cette aventure en agent commercial. Donc agent commercial, c'est clair, c'est t'es payé à la commission. Si tu vends pas, tu manges pas. Pas d'argent. Tu manges pas. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, parce que cette histoire-là, elle date de 2009, si je dis pas de bêtises. Et donc je suis arrivé en juin dans la société, très content, avec ma nouvelle chemise et mon petit costume. Ouais. Et le temps que je comprenne un peu ce qui m'arrive, tu vois, l'été, le temps que je comprenne où était la photocopieuse et tout ça, on arrive au mois de septembre, et le mois de septembre, c'était la fameuse crise immobilière. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'au niveau de l'agence. D'accord. 2009, en France, l'impact, c'était 2009, rentrée 2009. Ouais, si je dis pas de bêtises, 2009, je pense que je suis bon sur l'année. Après, chaque territoire, chaque région, chaque secteur professionnel l'a ressenti à son moment donné. Nous, en 2009, il y a eu une baisse drastique de l'activité. Et moi, c'est le moment où je commençais à comprendre comment fonctionnait mon métier. Okay. Ce qui fait qu'en fait, j'ai mis 6 mois à faire ma première vente. D'accord. Ok. D'où la phrase célèbre de mon responsable que je connais toujours et qui m'a gentiment dit, écoute, si c'est moi qui payais tes chèques, ça ferait longtemps que je les paierais plus. Mais il m'a dit, franchement, chapeau, parce que tu tiens le coup. Et pour le coup, oui, c'était clair dans ma tête. J'avais compris que c'était par là qu'il fallait passer, pas la crise immobilière, hein, mais j'avais compris que c'était là qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, j'ai continué. Alors, j'ai mangé des patates, mais ça l'a fait. Et effectivement, après, je me suis mis à vendre des produits. D'accord. Souci. Combien de temps tu as fait à chaque fois, tu sais, toutes mes expériences, elles tournent autour de 1 an, 2 ans. D'accord, ok. Pas la suivante, tiens, la suivante elle fait 3 ans, c'est une transition toute faite. Au bout d'un moment, si tu veux vendre la maison de l'un à un autre, avoir les gens qui rentraient qui disent les rideaux ils me plaisent pas, ou tu vois des trucs, parfois t'entends des trucs quand t'es agent immobilier, c'était pas mon profil. Ok, d'accord. Tu veux dire les gens qui achètent pour en tant que résidence principale Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui est la majorité des clients que tu as finalement Pas forcément. Okay. Alors, au niveau des vendeurs, là, ce que j'ai appris, c'est que la moitié du boulot, c'était les divorces et les successions. Ça, c'était une belle découverte. Au niveau des acquéreurs, tu as un peu tout. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que les gens sont très subjectifs. Quoi. Oui. Tu es là, tu es un prestataire de service et tu es là pour te plier à leur avis.
Ce qui me plaisait pas, c'était tout simplement de faire le commerçant, c'est-à-dire d'essayer de convaincre, de dire mais non, vous voyez, elle est bien, elle est faite pour vous. C'est pas voilà, c'est juste une question de perception personnelle. Okay. C'était pas ma force. Voilà, ma force. Je suis beaucoup plus cartésien, je suis beaucoup plus sur les chiffres, je suis beaucoup plus là, je suis très bien devant un ordi. Tu vois. C'est une question de style, quoi. Et donc, ça a enchaîné sur. J'ai un copain qui. Là encore, il y a eu une histoire dans ma vie perso qui a fait qu'il fallait que je déclenche. L'idée, c'était justement de faire une acquisition de résidence principale. Il me fallait un CDI, l'agent commercial, c'était pas très pratique. D'accord. Alors, je dis ça, tu vois, aujourd'hui, je dirais plus la même chose parce que j'avais des a priori à ce moment-là sur le CDI. C'est exactement ce qu'on essaie aujourd'hui de démonter et de dire qu'il n'y a pas de règles, qu'il y a des généralités, mais il n'y a pas de règles. Oui. Voilà. Bon, toujours est-il qu'il me fallait un CDI, tu comprends, parce que pour avoir mon crédit, il me fallait mon CDI. Donc c'était ça le dilemme à ce moment-là. Donc je me mets en recherche d'un nouveau poste. Toujours le hasard de la vie, j'ai un copain qui me dit attends, je connais une boîte sur la ville d'à côté, ils vendent du neuf. Alors le neuf, c'est ce qu'on appelle la VFA, la vente en état futur d'achèvement. C'est quand vous achetez un appartement ou une maison, c'est plus souvent des appartements, sur plan. C'est-à-dire vous avez le plan, vous achetez, vous allez payer l'appartement avec votre crédit ou votre argent au fur et à mesure de la construction, et vous en êtes propriétaire, vous en avez l'usufruit dès que la construction est terminée. Tout à fait, okay. Donc c'est majoritairement, ça s'adresse à des investisseurs qui veulent faire de la défiscalisation. Ouais. Voilà, défiscalisation, s'il y en a qui ne comprennent pas le terme, c'est tout simplement de réduire votre imposition. Ok. En fonction des lois en cours dans l'année où vous travaillez. Donc l'idée c'était de partir là-dedans. Là encore, je ne maîtrise pas complètement le sujet, je ne sais pas exactement, mais la rémunération a l'air quand même plus intéressante. Et surtout, ce qui me plaît, c'est qu'au lieu de prendre ma petite voiture et de chercher les clés de toutes les maisons et de batailler avec les vendeurs pour pouvoir avoir un rendez-vous, là en fait j'ai tout mon carnet de vente dans mon ordinateur et j'ai plus qu'à faire correspondre le profil de l'investisseur avec ce que j'ai à la vente. Ce qui était génial en plus dans cette société, c'est qu'ils commercialisaient tous les produits de la région. Et donc tu pouvais vraiment, là tu vois on commence à rentrer dans ce que je recherche, tu pouvais vraiment choisir le meilleur produit pour l'investisseur. Tu n'étais pas obligé de lui refourguer ce que tu fais, quoi. C'était ça qui était très agréable. Mais du coup tu travailles pour une société de promotion immobilière ? Non, justement, voilà, c'est un intermédiaire, c'est une agence immobilière. C'est un intermédiaire, en fait. ok, d'accord. C'est une agence immobilière qui elle travaille pour le promoteur. L'intérêt du promoteur, elle commercialise les produits du promoteur. Ça lui fait une force de vente plus importante. D'accord. Et toi tu as l'avantage d'être complètement indépendant. Et ce qui était bien, c'est qu'on faisait une étude vraiment approfondie de la situation fiscale. Ouais. Donc là forcément, c'était comme tu dis un tournant vers une clientèle d'investisseurs. Exactement. Et ça a été surtout l'occasion de se rendre compte, en fait, de mettre un pied un peu plus loin. Si tu veux, chaque pas m'approche un petit peu plus de la suite. Et là, je me rends compte une fois de plus de l'intérêt qu'il y a à faire les choses par soi-même, de l'inconvénient qu'il y a à subir la situation. Je découvre aussi le monde des promoteurs, qui sont, si tu veux, l'étape un petit peu après le marchand de biens. C'est la construction, le marchand de biens, c'est plus la rénovation, si on doit généraliser. Et donc je découvre ça. Et donc en fait ce projet de marchand de biens, c'est un projet que j'avais depuis toujours, hein. Quand j'étais gamin, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais j'ai envie de devenir rentier. Ça on l'a tous fait. Ah ok. Donc ton activité actuelle c'est marchand de biens, c'est ça? Ouais, actuellement voilà. Ok. Maintenant donc donc en fait on arrive à aujourd'hui, quoi, dans l'histoire. Ok. Ouais, exactement. C'est vrai que le parcours est un peu particulier, donc t'es obligé de faire étape par étape, mais ce qui fait qu'au final au bout de 3 ans dans cette société qui était super chouette, hein, je gagnais bien ma vie, le boulot était sympa, etc. Mais j'avais vraiment cette envie, tu vois, de me lever, de travailler en pyjama depuis chez moi, quoi. C'était vraiment. D'accord, ça. Ok. Donc marchand de biens, t'es à ton compte. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que là j'insiste sur ce point-là parce qu'il est intéressant, parce que la difficulté des gens pour arriver à leur objectif, c'est souvent ces étapes intermédiaires, hein. C'est encore une évidence. Moi en fait, une des étapes intermédiaires importantes, c'est que la fameuse résidence principale pour laquelle il me fallait le CDI dont on vient de parler, d'accord. Tu vois comme quoi tout se boucle bien, et bien en fait je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté par le biais de ce nouvel emploi, j'ai eu ma résidence principale, j'ai fait mon premier placement, qui est souvent, premier crédit. Voilà, qui est souvent un investissement important parce que tu te fais la main, tu découvres comment tu achètes, etc. Oui. Et en fait, en revendant moins de 2 ans, enfin dans les 2 ans après l'achat, j'ai revendu cette résidence principale et j'ai fait une très jolie plus-value. Et tu avais effectué des travaux dedans Voilà, donc là le modèle économique sur cette résidence principale, c'est que j'ai acheté un bien qui était très atypique dans l'hypercentre de Bordeaux. Il avait la chance d'avoir c'était un bien rarissime, il avait une terrasse, si tu veux, avec un vis-à-vis qui était qu'à 50 mètres. Donc chez nous, autant dire, tu n'avais pas de vis-à-vis. Donc il y avait une grande terrasse de 12 mètres carrés plan ouest, une petite maison. Donc déjà pas de copropriété, donc rien que ça, c'est, tu vois, pour être dans une maison à Bordeaux, c'est des produits qui font forcément 300. C'est les petites maisons bordelaises là Alors ce qu'on appelle des échoppes. Les échoppes, voilà. Voilà, alors c'était plus ou moins ça, mais la particularité de celle-là, c'est qu'elle était toute petite, ça faisait 45 mètres carrés. D'accord. Donc c'était pas les shops à 300 000 euros, 100 mètres carrés, comme on dit les shops bourgeoises chez nous. D'accord. C'était un petit modèle. Et elle était dans un mauvais état, elle était en ce qu'on appelle
état locatif, tu vois, ça veut tout dire de l'état d'esprit des investisseurs. Voilà, donc c'était très bien alloué, le mec qui se démerdait dedans, mais bon, le chauffage était naze, c'était un vieux lino marqué, enfin voilà, il fallait refaire les choses. Donc j'ai refait des travaux, mais sans dépenser beaucoup d'argent, quoi. J'ai fait des travaux qui étaient intéressants et importants pour me faire plaisir pour moi et pour valoriser de la valeur bien. Exactement, tout à fait. Et finalement, quand je l'ai mise à la vente, elle s'est vendue en 15 jours. À un prix défiant toute concurrence qui va pas parler à ceux qui sont pas du coin. Mais pour le coup, si tu veux, j'ai vraiment pu faire une plus-value. Et donc le challenge, ça a été d'utiliser cette plus-value-là qui m'a servi en fait. Alors ça, c'est un petit plaisir perso parce que c'était une stratégie possible, on pouvait faire autrement. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment sortir de mon emploi. Tu veux, c'était vraiment être indépendant. Donc en fait, j'ai fait le choix de dire cet argent-là va me servir à vivre pendant 2 ans et je vais essayer pendant 2 ans de créer la société par les différents moyens qu'on pourra évoquer ensemble. Là où d'autres auraient pu, et c'est à mon avis un excellent choix aussi, mais personnellement j'en pouvais plus, j'avais pas envie, c'est pas ce que je voulais faire. Enfin, toi, c'est toujours ce que je dis depuis le début de mon discours. C'est, voilà, moi je voulais sortir de tout ça, je voulais être en pyjama chez moi. D'autres auraient pu tout simplement garder leur poste et utiliser cet argent pour l'investir dans la société et attendre que la société soit suffisamment pérenne pour se jeter dans la fosse. D'accord. Les deux modèles étaient bons. Moi j'ai fait un autre modèle, c'était conserver mon argent pour ma rémunération et d'essayer d'utiliser, d'aller chercher de l'argent ailleurs que j'allais rémunérer, que j'allais donc payer, mais qui allait me permettre après de mettre en place la société. Donc c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc ok, là on parle de la société de marchand de biens. Donc... Voilà, exactement. Donc marchand de biens déjà, qu'est-ce que c'est le marchand de biens? Un petit peu. Voilà, le marchand de biens en France, en fait, c'est tout simplement un commerçant. Si tu vends des jupes, t'es vendeur de jupes. Si tu vends de la charcuterie, t'es charcutier. Si tu vends des biens immobiliers en France, tu es marchand de biens. Donc bien immobilier, ça veut dire tout et n'importe quoi dans les biens immobiliers. Ça peut être une maison, un appartement, un terrain agricole, un terrain à bâtir. D'accord. C'est des locaux commerciaux. Effectivement. Voilà, c'est un bien immobilier. Du moment où c'est un bien immobilier, tu es marchand de biens. D'accord. Ok. Voilà, et ça impose, comme tous les commerçants. Alors la règle légale, c'est à partir du moment où il y a une volonté de faire un bénéfice. C'est-à-dire si tu achètes quelque chose dans l'idée de le revendre avec un bénéfice, boum, tu es qualifié comme étant marchand de biens, comme étant commerçant, donc marchand de biens. Ok, d'accord. Et de la même manière, si tu as l'intention de faire ça de manière régulière, s'il y a une notion d'habitude, c'est ça le terme, tu es également un commerçant. Voilà. D'accord, ok. Donc concrètement, par rapport à une personne qui investirait dans de l'immobilier de façon, on va dire, privée, là, le marchand de biens, c'est une activité professionnelle, considérée comme professionnelle, c'est ça? Exactement. Et ça, toutes les conséquences, c'est ça qui effraie un petit peu les gens, et à juste titre, parce qu'il ne faut pas se lancer là-dedans sans bien tout maîtriser. La grande différence entre le professionnel et le particulier, c'est ses obligations, principalement. Ce sont ses obligations en termes de garantie. Alors, bien évidemment, c'est la partie fiscale et juridique. Dans un cas, tu es sur tes revenus, c'est ta plus-value en tant que particulier. C'est le système classique que, en général, les gens connaissent assez bien. Là, c'est une société. Donc, tu as un bénéfice sur la société en fonction du statut de ta société, etc. Avec une fiscalisation impôt sur les sociétés. Mais surtout, le point important, c'est surtout vraiment les garanties. Parce qu'à la limite, ta société, elle marche pas. Ça on arrive à le comprendre assez facilement. Surtout, je pense que les gens ont entendu parler de la notion de vice caché. Je vulgarise énormément, mais quand il y a un souci à la maison, si tu es un particulier que tu la maison que j'ai vendue en tant que résidence principale, s'il y avait un souci sur la maison et que j'avais pas conscience de ce souci, je suis désolé, mais malheureusement tu l'as acheté en l'état, tu le fais avec. Dans le cas du professionnel, ça se passe pas tout à fait comme ça. Tu as toute une série, tu n'as pas la garantie sur les vices cachés, donc tu as toute une série de garanties que tu dois, pour laquelle tu es opposable. Donc ça sous-entend que derrière tu vas avoir déjà la compétence pour éviter cette situation, parce que c'est quand même pas l'objectif de ton travail. Et 2, surtout les assurances éventuelles qui vont suivre pour pouvoir assumer le moment venu une mauvaise surprise, parce que c'est tout à fait le jeu de ce travail-là. Voilà. Donc ça veut dire que déjà on veut bien te donner des assurances. Enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord, ok. Là, c'est une vraie notion importante du marchand de biens, effectivement, les obligations qu'il y a derrière. Principalement, c'est ça. Ce statut, le statut et les garanties. Après, l'idée, c'est d'acheter, de revendre. Il y a multiples situations, mais c'est pas le plus effrayant, le plus compliqué à percevoir, quoi. Les gens connaissent, même culturellement, on entend toujours parler, ils rénovent, ils divisent, ils machin, tout ça, les gens connaissent. Mais c'est surtout ce qu'il faut appréhender, c'est la partie juridique et la partie responsabilité, parce que c'est ça qui va mettre les gens dans l'embarras le moment venu, quoi.
D'accord, ok. Et donc tu commences cette activité de marchand de biens. Est-ce que tu peux décrire un petit peu, je sais pas, quelle est par exemple une des opérations que vous avez réalisées, ou je sais pas si vous avez une stratégie spécifique, une niche spécifique de biens que vous achetez, que vous revendez? Ouais, alors là encore, je suis obligé de rentrer dans le détail de la chronologie. C'est que si tu veux, la particularité du marchand de biens, c'est que dans la mesure où nous on partait sans, parce que donc on est deux, hein, on est deux associés. D'accord. Dans la mesure où on partait avec pas d'argent, quoi. Si tu veux, on a récupéré. Oui. Un marchand de biens, normalement, c'est quelqu'un qui dispose de centaines de milliers d'euros pour acheter ses produits. Bon, voilà. Moi, ce qui est intéressant, je pense, dans l'histoire, D'accord. ce qui est intéressant pour les gens, c'est que je pars d'une situation où j'ai pas d'argent. Donc, c'est ça qui est chouette, Ok. c'est de voir l'évolution, de voir comment on peut y arriver. Quand tu dis part d'argent, c'est-à-dire Eh ben, j'avais les pas Ouais, voilà, c'est ça. J'avais les fameux plus-value de la voilà, vente, exactement, mais qui n'était ouais. pas obligatoire. Comme je t'ai dit, j'aurais pu Ouais, rester ouais, dans mon poste. ouais. Ouais. Mais après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un terme que j'ai appris depuis, de love money. Ça fait bien, ça. Ouais. Ok. C'est que Ouais, dans le monde des startups, ouais, c'est pas ça. mal utilisé. Voilà. Moi, je connaissais pas. Donc, le love money, en fait, c'est tout simplement l'argent de la famille, des amis, Mhm. des gens qui vous le donnent, certes, parce que votre projet a l'air sérieux, mais beaucoup parce qu'ils ont confiance en vous. Oui, oui, oui. Donc voilà, moi le deal que j'ai fait, c'est que j'avais dans mes connaissances quelqu'un qui entre autres avait un appartement qui lui a rapporté quasiment rien, un vieil appartement, et je lui ai présenté la situation en lui expliquant voilà, tu as cet appartement qui te rapporte X% par an. Moi ce que je te propose, c'est que je le vends. Et demain, je te donne 2 fois, 3 fois ce que tu gagnes tous les ans avec cet appartement, sans avoir le souci du locataire et de tous les inconvénients. D'accord. Et donc c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Hein. Depuis le premier investisseur, il y en a d'autres qui se sont greffés parce qu'ils ont vu que l'opération était intéressante. Et donc en fait, dans mon business plan, dans ma trésorerie prévisionnelle, j'ai intégré le fait que j'avais des investisseurs à qui je devais payer des intérêts. C'est le principe même de l'investisseur. Ouais, tout à fait. Bah, enfin, ça dépend, oui. Tu peux rémunérer différemment tes investisseurs, mais dans ce cas-là, tu verses des dividendes, on va dire. Voilà, dans ce cas-là, si d'accord. tu veux, alors là, c'est pas le cas, justement. Moi, ce que je voulais éviter, et c'est dans la continuité de ce qu'on a dit un peu plus tôt, c'est moi, ce que je voulais, c'était l'indépendance. D'accord. Donc, Ok. en fait, j'aurais pu, ce qui se fait souvent, c'est m'adosser à une foncière qui avait 2 ou 3 millions d'euros à me confier. Donc, une foncière, c'est en gros des gros investisseurs, quoi, tout simplement. Ouais, d'accord. Et puis, eux m'auraient fourni 2 ou 3 millions d'euros, un salaire de 4 ou 5 000 euros par mois, et puis on y va, et puis vas-y, mon grand. Mais il aurait fallu que je me justifie tous les 4 matins, que j'aille là dans le sens où ils voulaient, que je me lève si j'avais pas envie de me lever, tu vois. Enfin, moi, ce que je voulais, au final, je travaille beaucoup. Mais ce que je voulais, c'était si un matin, j'avais envie de discuter avec Bruno et de faire une petite conversation, je voulais garder ce choix-là, tu vois. C'est D'accord. vraiment important. Et donc, ça coûte plus cher, quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, je suis parti avec beaucoup moins d'argent. Toute transition, toute trouvée. La première année, en fait, quand on s'est présenté au banquier, donc le banquier, c'est toute une conversation très intéressante qu'il faudra qu'on voit. Mais quand je me suis présenté le banquier, il a dit oui, mais cette année, vous n'en faites qu'une. En fait, il a fallu montrer patte blanche. Donc, tu doutes bien qu'avec une seule opération la première année, on ne s'est pas payé la première année, c'est évident. Non, justement, tu peux aller dans le détail de cette première discussion avec le banquier? Je pense que le banquier, ça fait partie. De toute façon, dans tous qu'on soit marchand de biens ou juste un investisseur, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent à l'investissement en général, mais pas forcément pour devenir marchand de biens, parce que c'est vraiment un métier à part entière, mais il y a un gros parallèle entre les deux. La seule différence, elle est uniquement dans le rythme d'activité que tu vas avoir, c'est que au lieu d'en faire 10 par an, tu vas en faire une ou deux, ou tu vas en faire une tous les 2 ans. Mais c'est les mêmes principes fondamentaux, il faut bien le comprendre, c'est ça qui est intéressant. Moi, en fait, j'avais travaillé cette situation avec... J'ai un banquier perso qui est très sympa, qui est un mec intelligent, et je pense que c'est aussi un des points importants. Et ça faisait déjà quelques années que j'avais travaillé ma relation avec mon banquier. Je pense que c'est un point stratégique dans les différents conseils qu'on peut donner, c'est ça, c'est travailler sa relation avec son banquier. Parce que déjà, si vous n'avez pas le bon banquier, malheureusement, si c'est un petit jeune qui vient d'arriver et qui n'a pas trop de pouvoir, même si le mec est compétent et que ça deviendra un demi-dieu plus tard, mais malheureusement, lui, il ne pourra pas vous aider. Si vous ne connaissez pas votre banquier ou qu'il ne sait pas qui vous êtes, il n'a pas votre état d'esprit, il y a vraiment, le banquier, c'est quelqu'un qui marche à la confiance. Et ces gens-là ont ce qu'on appelle une délégation, c'est-à-dire ils ont une enveloppe budgétaire dans laquelle ils peuvent décider tout seuls pour vous. Donc, tu vois, ça peut être... Exactement. Voilà. Et par exemple, un interlocuteur que tu as en face, il peut décider pour jusqu'à un prêt jusqu'à une valeur de 150 000 euros, un autre 300 000 euros. Exactement. Alors maintenant, ça a un peu changé parce que c'est des pourcentages d'endettement chez mon banquier. Mais l'idée, c'est ça. C'est que, en particulier, quand tu commences, tu peux très bien te débrouiller uniquement avec ton banquier de la caisse locale d'à côté. Tu vois, il y a des possibilités. Mais pour ça, il faut que le banquier, il ait confiance en toi. Pour qu'il ait confiance en toi, il ne le fait pas parce que tu es sympa. Il le fait parce que tu lui as amené des éléments. Donc, ça se joue dans la relation. Quelque chose que j'ai toujours pratiqué et que je pratique encore, c'est qu'à chaque rendez-vous chez mon banquier,
on fait le point sur la situation personnelle, professionnelle, ça dépend du contexte. Mais je lui parle toujours de la suite, en fait. D'accord. J'anticipe toujours la suite, mes idées. Je l'amène toujours en posant des questions. Tiens, tu sais quoi, on peut pousser. Je voudrais acheter un immeuble avec des appartements. J'aimerais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. T'en penses quoi? Qu'est-ce que tu me conseilles? Et il faut en faire un allié, parce qu'au final, si c'est pas votre allié, de toute façon, ça marchera pas. Et quelque part, à la fin, quand justement vous arrivez dans cette situation, je peux vous dire qu'il peut vous donner des coups de pouce intéressants, parce que lui détient l'info. Ouais. Et l'info, on le verra, c'est et qu'est-ce que tu dirais justement à une personne qui n'a pas trouvé un banquier qui soit aussi réceptif et parce qu'on entend aussi le banquier ça peut être un allié, mais on peut aussi partir sur une base de travailler avec par exemple des courtiers et puis se balader entre différentes banques et puis entre guillemets n'être fidèle à aucune, juste prendre les plus réceptives à un moment T. Bien sûr, totalement. Je suis le premier à faire ce discours-là sur le site, c'est exactement de ça dont je parle, mais le courtier, ça peut être également une très bonne voie. Pourquoi là, moi, je te parle du banquier en ce sens, parce que c'est mon expérience comme on était dans le partenaire. Bien sûr. Moi, c'est comme ça a marché comme ça avec le banquier, parce qu'il se trouve que ma relation avec le banquier m'a permis de faire des choses. Très bon exemple, regarde, l'achat de la maison en résidence principale. Quand je me suis présenté pour acheter la maison en résidence principale chez mon banquier, dans la foulée, un mois plus tard, je lui ai mis un investissement locatif. Dans la foulée. Et à cette époque-là, je venais juste de commencer, donc j'avais pas touché mes commissions. Et ça, j'avais pas touché, tu sais, dans l'immobilier, le temps que les choses se fassent, on touche nos commissions 5 mois, 8 mois, dans le neuf, c'est même parfois un an après. Sur le papier, si tu veux, j'avais rien à présenter. Et en fait, si on s'en tient aux éléments théoriques de la situation, j'avais un endettement de 85%. Ah oui, ok. Donc c'est impossible, tu vois, personne va te donner. Voilà, exactement. Simplement, les choses ne sont pas passées comme ça. Lui, il connaissait la société dans laquelle je travaillais, savait très bien ce que je pouvais y faire, avait le retour de mes responsables parce que je lui avais amené les choses et donc il savait très bien ce que j'avais commencé à faire et il connaissait ma véritable rémunération. D'accord. En partant sur ça, il avait le potentiel théorique pour justifier de son choix et dire j'ai confiance en ce gamin. Tout à fait. C'est plus un gamin, tu vois. Et c'est pour ça qu'il m'a financé les deux. Et pour te dire justement la résidence principale, j'ai voulu faire le malin en faisant ce qu'on vient de dire et je le conseille, faut essayer. Et je me suis pris attaqué par une autre banque hyper compétitive, etc. Mais elle était compétitive, mais pas pour moi, quoi. Okay. Tu vois, donc en fait, c'est lui qui m'a sauvé la situation. Et depuis, ça se passe tout le temps comme ça, parce que je suis toujours à la limite de ce qu'on peut faire. Donc, certes, j'ai pas les meilleurs crédits, mais on me les donne. Tu vois, c'est la différence. D'accord, ouais, effectivement, ça a marché dans ton cas. Et c'est pour ça. Il faut bien comprendre, de toute façon, dans ce milieu-là, ce ne sont que des généralités. Et il faut rentrer dans le cas par cas. C'est vrai, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Si effectivement, tu as une situation qui fait que de toute façon, même avec la confiance, ton banquier il suit pas, tu vas chercher de toute façon. Si tu l'as pas avec lui, cherche ailleurs. Ouais. Non, et en plus que c'est tout à fait vrai ce que tu dis. C'est du cas par cas parce qu'il y a une grande partie de tous les aspects de l'investissement immobilier qui sont liés à des personnes aussi, des relations que tu as avec des personnes. Donc effectivement, dans ce cas-là, c'est très variant. C'est le maître mot. Hein. Je pense que c'est le maître mot. Il ne faut pas oublier que derrière il y a de l'humain. Exactement. De toute façon, votre projet il s'inclut dans de l'humain. Si tu fais ça, c'est pas juste pour ramasser la caillasse. C'est que l'argent, ça va être qu'un moyen pour faire autre chose, soit pour protéger ta famille, soit pour t'éclater, soit pour. En soi, c'est qu'un moyen. Et il faut pas oublier que derrière il y a de l'humain. Et je pense que celui qui n'oubliera pas ça dans son travail. Moi je le vois aujourd'hui, tu vois, tous les points forts de mon entreprise, c'est beaucoup lié au réseau, que ce soit le banquier, les partenaires agents immobiliers, les partenaires, les maîtres d'œuvre, les machins, le géomètre, tous ces gens-là qui vont intervenir. Je pense sincèrement que je me mouille pas en disant que ces gens-là sont contents de travailler avec moi, tu vois, parce que justement on a une relation transparente, honnête, pas à l'ancienne, tu vois, pas justement ce qu'on disait tout à l'heure là, le côté requin, etc. Ça c'est mignon, mais ça marche que quand t'es vraiment très gros, très fort et que t'écrases tout le monde et puis à terme tu finis pas heureux. D'accord, je suis d'accord. Alors du coup, dans ton activité de marchand de biens, il y a un aspect qui est la division de biens. Que j'imagine tu as. C'est la première opération. Ah ok, parfait. C'est parfait parce que justement ça évolue au fur et à mesure. Alors du coup, est-ce que tu peux expliquer rapidement en quoi ça consiste une division de biens en fonction de la typologie du bien immobilier? Ouais, tout à fait. Alors, en fait, le principe du marchand de biens, c'est de créer une valorisation sur le bien qu'il achète. Ouais. On achète un produit, on le transforme, on le valorise et on le revend. Exactement, sauf qu'à particulier où tu vas réussir à l'acheter à un prix qui n'est pas le prix marché. Ouais, ok. Mais sur un secteur comme Bordeaux, je dis pas que c'est pas possible, mais c'est souvent très difficile. Alors, en général, le système le plus simple, si tu veux pas te casser les dents, c'est de prendre un produit, de le modifier,
ce qu'on va appeler avec pompeusement de le valoriser, et puis de le revendre voilà, avec une nouvelle valeur. Donc le cas de la division de terrain, il colle très bien en fait à la région de Bordeaux. Donc, la division, c'est une manière de valoriser, c'est ça? Voilà, donc la première opération qu'on a faite, c'est un très bon exemple. En fait, on a acheté une vieille maison dans laquelle vivait une personne âgée qui voulait partir de la maison, qui avait des projets différents, et sa maison était dans un état lamentable parce qu'il n'avait pas du tout pu l'entretenir. Donc ce monsieur-là, s'il le vendait à un particulier, le particulier, il allait mettre 100 000 € de travaux dedans. Donc, il ne pouvait absolument pas lui payer le prix que lui en demandait. D'accord. Nous, c'était différent. La maison, en fait, on lui achetait la maison, on démolissait la maison parce qu'elle était absolument plus viable. D'accord, complètement. Voilà, et le terrain qu'il avait, qui était un grand terrain dans la banlieue bordelaise où il y a une forte demande, et où, justement le plan local d'urbanisme prévoit une augmentation du nombre de parcelles, etc. D'accord. On a divisé le terrain en 3 terrains, et sur ces 3 terrains, il y a eu 3 nouvelles maisons. Donc forcément, un seul terrain que tu modifies, que tu mets en 3 terrains, ça veut dire que tu peux revendre plus cher que ce que tu as acheté. D'accord. C'est pas à la portée de tout le monde parce qu'il faut pouvoir faire une démolition, il faut faire la division, il faut revendre, il faut assumer tout ça dans le temps et en termes de trésorerie, mais il y a effectivement cette valorisation qui se fait comme ça. D'accord. Alors dans ce cas-là, juste pour un ordre d'idée, combien vous avez acheté la maison plus le terrain à ce monsieur-là, et puis après combien vous avez revendu les terrains? Alors je peux rentrer dans les détails administratifs si tu veux, je pourrais pas rentrer dans les détails financiers pour le moment. Ok. Ouais, Non, ok, d'accord. Comme c'est sur la société, autant sur mes trucs perso, il n'y a pas de problème, autant sur la société, Ok. je peux pas faire pour le moment. C'est le système à la française, tu sais, où on dit rien. C'est bien dommage. Donc là effectivement, donc on les a revendus. Alors c'est un peu un cas particulier celle-là parce que justement, tu vois, ça rentre dans l'apprentissage. En fait, dans le découpage, on a mis un espace commun. Il y avait une allée commune pour desservir un lot derrière. Et ça nous a valu en fait de ne plus être en déclaration préalable, qui est le document administratif qui permet d'obtenir différentes autorisations, dont celle de diviser et de démolir dans cette commune. Il a fallu qu'on passe en permis d'aménager. Donc c'est un processus qui est plus long, qui est plus complexe, et qui amène d'autres obligations, à savoir celle de viabiliser. Donc viabiliser, c'est raccorder le terrain avec l'eau, l'électricité. Ah, d'accord. Voilà, exactement. Donc ça clairement, c'était une erreur de notre part. On n'était pas en connaissance de cette information. On a appris sur le tas. Donc ça a coûté plus aussi, un peu plus que. Voilà, ça coûte un peu peut-être plus. Que ce que vous avez prévu. Ou... Voilà, heureusement, si tu veux, comme on n'avait qu'une opération, on l'avait bien choisi, et c'est toujours notre politique, c'est que il vaut mieux en faire moins, mais avoir de la marge et éviter les soucis. Ouais, que faire du volume. Voilà, et alors là, c'est important. Je fais une digression, c'est que justement, tout est lié. Encore une fois, c'est que si tu dis à ton banquier que tu vas vendre ton terrain 150 000 € par exemple, tu vois, je prends un prix standard chez nous, ça va un peu partout, mais si tu dis que tu vends 150 000 € et qu'à chaque fois que tu dis 150 000 €, tu le vends 130 ou 140 ou 120, et bien en fait, la fois d'après, le banquier, il n'y a plus de croire, il n'y a plus de faire confiance. En fait, voilà, ou alors il te fixe une image qui est du mec, il faut enlever 10% par rapport à ce qu'il dit. Oui. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là, toujours, tu vois, par rapport à ce que je disais de l'humain, de la relation, etc., de créer l'image de ce que tu veux, Tout à fait. la façon que tu veux qu'on te voit, quoi. C'est vraiment ça le process. Et donc là, c'est ce qui se passe, c'est que mon banquier, je t'assure que quand je vais le voir, et quand je lui dis qu'on va vendre ce prix-là, aujourd'hui, il me croit. Parce que pour l'instant, c'est jamais arrivé que je vende en dessous de ce que j'ai dit. Ok, alors, en général, tu vends un peu plus. Je vends le. Alors attends, il faut bien comprendre, c'est que je vends soit le prix que je lui ai dit, soit un peu plus. Ouais, mais ce que je fais, c'est surtout dans la stratégie de revente. Parce que tu sais, si je vends, c'est que les gens achètent. Si les gens achètent, c'est qu'en fait c'est de l'analyse comparative, c'est que ce qu'on vend est plus intéressant que ce que vend le voisin, tu vois. Faut pas croire que les gens sont idiots, hein, loin de là. À mon avis, la bonne stratégie du marchand de biens, c'est surtout de pas attendre et de revendre des produits peut-être même un peu moins chers que le marché, et de les revendre tout de suite. Comme ça, tu passes à autre chose, quoi. Ça, c'est quand même un point super important. D'accord. Et donc c'est pour ça que quand je vais chez mon banquier, je lui mets le prix minimum dans l'estimation, je mets le prix minimum souhaité. Et après, si je vends un peu plus, tant mieux. Honnêtement, ça m'arrive pas souvent. En général, je vends ce prix-là parce qu'on cherche à vendre. Ouais. Et alors, du coup, cette opération entre l'achat et puis la revente à la fin, ça a duré combien de temps après ? Ça a duré plus longtemps que prévu à cause de ce que je t'ai expliqué. Ouais, tout à fait. Car en général, ce type d'opération, elle dure entre. Alors, sur les divisions, il faut que tu comptes 8 à 10 mois, tu vois, on va dire 9-10 mois en général. Ça, c'est la version théorique. Bon, ce qui fait varier beaucoup la chose, c'est la commercialisation. Si tu as une commercialisation comme notre dernière opération où tu vends les 2 terrains en 3 semaines, t'es royal, ça va très bien. En plus, entre les deux, les acquéreurs, donc tes acquéreurs qui achètent un terrain à bâtir, ils doivent obtenir le permis. Donc ça rentre dedans. Si ça se passe bien, ça va vite. S'il y a un problème avec le permis, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, tout ça, c'est à provisionner, à réfléchir, à anticiper. Donc là, dans le cas de cette opération, on a eu droit à des délais supplémentaires à cause des viabilisations, des délais supplémentaires à cause du permis d'aménager. Donc je crois qu'on a fini à 12 ou 13 mois de mémoire. D'accord.
Voilà, rien de dramatique parce qu'encore une fois on n'en vivait pas, mais première expérience, d'où l'importance si tu veux de pas partir sur une opération qui est bancale, quoi, où tu te dis si je la presse à fond je vais réussir à sortir ma rentabilité. Il faut vraiment quand tu pars l'opération elle soit viable, parce que de toute façon tu auras des surprises et au fur et à mesure de ces surprises tu pourras les assumer. Tout à fait, ouais. Bah alors du coup, toi qui es devenu marchand de biens maintenant, est-ce que quelqu'un qui investit aujourd'hui dans l'immobilier en tant que particulier et qui a envie de faire ça de façon plus active, dans quel cas tu pourrais conseiller de se mettre en tant que marchand de biens, ou alors non, peut-être que tu peux juste rester en particulier et puis être à temps plein sur l'immobilier mais en tant que particulier, quoi. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon alors le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'y aller pas à pas. Franchement, de toute façon, d'être progressif, c'est toujours une bonne chose. Après, c'est chacun sa vitesse, mais il faut, tu vois, le meilleur exemple, ça a été la résidence principale d'abord, l'investissement locatif ensuite, la société derrière. C'est sûr que si tu as un ami qui est marchand de biens, qui connaît très bien et qui va t'aider et que tu as l'argent, bon bah voilà, tu peux te lancer tout de suite. Mais c'est une situation qui est, à mon avis, pas là. Oui, voilà. Effectivement. Pas là, exactement. Donc, non, ce que je conseille, clairement, c'est de faire la résidence principale. Je pense que c'est la meilleure façon de se faire la main. L'atout principal, c'est que si tu te rates, bah, tu vis dans ta maison, c'est quand même ta maison. Donc, tout à fait. Voilà, et si ça se passe bien, tu as appris beaucoup de choses. Et puis surtout, il y a un levier supplémentaire, c'est que, rappelons-le, la résidence principale, elle est exonérée de taxation sur la plus-value. Tout à fait. Donc c'est quand même un des points magiques de la législation française, c'est que quelque part, c'est presque là que tu peux faire le plus d'argent, en fait. Alors que c'est pas prévu pour ça. Donc faut pas hésiter à commencer par ça. Ce sera l'occasion de trouver des partenaires, tant le notaire que l'agent immobilier, que le banquier, que les artisans, le géomètre si tu as besoin d'un géomètre, tu vois, ce sera l'occasion de te faire la main en ayant des risques qui sont complètement différents. Après, c'est vrai. Voilà. Après vient l'étape intermédiaire, et c'est celle-là qui est la plus compliquée, parce que la résidence principale, je pense que j'ai rien appris à personne. Mais l'étape intermédiaire, c'est celle où tu n'es pas encore marchand de biens, ou en tout cas tu ne veux pas le devenir, et où tu veux quand même faire de l'argent avec les achats immobiliers. Là, il faut bien rappeler la règle légale, et ça j'insiste dessus, et je conseillerais jamais autre chose. Je sais bien qu'il y a d'autres façons de faire, mais c'est qu'à partir du moment où tu veux faire un bénéfice, ou à partir du moment où il y a une notion d'habitude, tu es un professionnel, donc tu es marchand de biens. Donc il faut bien comprendre que si vous ne rentrez pas dans cette situation, vous jouez forcément avec la loi, vous jouez forcément avec la fiscalité. Et donc le jour où le contrôleur viendra, faut pas s'étonner. Ça peut faire mal. Je peux expliquer ce que les gens peuvent faire en général et comment on peut effectivement ne pas être dans cette situation, mais il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous êtes dans cette situation, vous êtes professionnel, donc vous êtes requalifiable. Donc le moyen de détourner ça, alors oui, je précise un autre point, parce que souvent on dit oui, mais mon notaire m'a dit, si t'en fais un par an, 2 par an... Voilà, bon, bah ça c'est beau, mais en fait, ce n'est que discuter de l'appréciation du contrôleur fiscal. Tout à fait. Parce que dans les faits et sur le papier, dans la règle, vous ne verrez marqué nulle part, et pensez bien que ça a été réfléchi. Tout à fait, C'est marqué nulle part. Hein. On a la même histoire avec les ventes de voitures, tu peux en vendre 2, 3, 4. Non, c'est le même principe. La voiture, c'est le même principe que la résidence principale, elle est exonérée de plus-value pour les mêmes raisons. Après, si le contrôleur fiscal, le jour où il vient, s'il vous dit qu'il n'est pas d'accord avec vous, bah, c'est tant pis. Tout à fait. Donc, c'est lui qui a le dernier mot. Voilà, exactement. Donc, quel est le bon moyen de contourner, je dis ça vraiment entre guillemets, ça, bah, tout simplement, c'est de ne pas faire des achats-reventes dans la foulée, c'est-à-dire j'achète, je revends dans la foulée, mais de partir plus sur du patrimonial à moyen terme. Donc. D'accord, donc l'achat et de la mise en location. Ouais, alors si vraiment vous avez une volonté d'être hyper actif en tant qu'investisseur, je pense qu'il faut rester sur la résidence principale, et quand on se sent prêt, on se lance directement en tant que marchand de biens. Donc avoir les statuts, etc. Si l'idée c'est de faire du gras, de faire un petit plus, de faire du patrimonial, on va passer par différents modèles comme la SCI ou en nom propre, mais surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'investissement locatif au minimum à moyen terme. Voilà. Tout à fait. C'est clairement ce qui est conseillé. Après, bien sûr, les plus fourbes, les plus malins pourront se lancer dans de l'achat-revente. Mais effectivement, je leur conseille d'être très léger, et il ne faudra pas s'étonner si vous êtes requalifié en marchand de biens. Ça veut dire aussi, indépendamment de la requalification fiscale, des obligations de TVA et tout ce méandre opaque pour le particulier, ça veut dire également toutes les garanties dont on a parlé en début de les obligations et les garanties. Et voilà. Et donc, s'il y a un souci sur le produit, c'est vous qui allez l'assumer, quoi. Ok. Donc voilà, vraiment faire gaffe par rapport à ça, je pense. C'est vraiment intéressant comme point de vue, et justement, tu expliques aussi un peu plus en détail pour les personnes qui seraient intéressées sur ton blog investir-immobilier.com, investir-immobilier.com.
Ouais, tu peux les mettre, j'en ai pris tous parce que tu peux accrocher. Le titre officiel, c'est investir et immobilier avec des traits d'union. D'accord, et donc là-dessus, tu fais pas mal d'articles justement sur les détails des obligations, de ton parcours de marchand de biens, quoi. Donc, ouais, écoute, c'est un peu, encore une fois, un concours de circonstances. De toute façon, je pense que toutes les vies se passent comme ça. C'est que l'idée de ce site, à l'origine, c'était de partager. J'avais beaucoup de gens qui me disaient, quand tu ça intéresse beaucoup de monde. Si t'es mécano, c'est pareil. Hein. Voilà, si t'es mécano, tous les week-ends, les copains ils vont te parler de leurs problèmes de voiture, etc. Bon, moi, au début, quand j'étais dans l'immobilier, tout le monde s'en moquait. Au bout d'un moment, quand tu commences à faire quelques opérations et que tu commences à gagner ta vie comme ça, les gens te demandent des conseils pour l'achat de leur maison, la revente de leur maison, leur placement, parce que finalement, tu touches à toute la gestion patrimoniale de la famille. Donc, quel que soit ton niveau d'investissement, t'es intéressé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes questions qui revenaient. C'est normal, on a tous les mêmes parcours. En tout cas, on passe par les grandes lignes des mêmes parcours. Et comme en parallèle de ça, je suis curieux et je m'intéressais un petit peu à tout ce qui est web et tout. Je me suis dit, pourquoi pas faire un blog. Et la tournure, ce qui a été marrant sur la tournure du blog, c'est que le but, c'était de faire quelque chose plutôt général. Et en fait, les gens m'ont un peu sauté dessus sur le statut de marchand de biens. Donc le site, petit à petit, s'est orienté un petit peu sur le marchand de biens. C'est pas son idée originelle, je sais pas ce qu'il en deviendra, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de conseils liés à mon expérience, parce que finalement, je parle de mon expérience. Donc j'essaie de généraliser, parce que je pense que c'est vraiment intéressant de comprendre comment, dans cette situation active du marchand de biens, en fait, on ne fait que répondre à des règles générales et des principes qui s'appliquent à toutes les situations. Alors justement, pour rebondir sur ton site, tu t'es lancé un petit défi récemment, qui consiste à, du côté privé pour le coup, personnel, acquérir un appartement tous les 6 mois pendant 3 ans. Exactement. C'est bien, tu connais encore mieux le défi que moi. Je me rappelle pas que j'avais 3 ans. Raconte-moi un peu. Voilà, en toute transparence, le titre, c'est un peu le côté, je dirais pas buzz. C'est pour vendre. Bon, l'idée, c'est de se mettre. Y a rien de mieux si tu veux réussir un challenge que d'en parler à tout le monde. Parce qu'une fois que t'en as parlé, t'es bien obligé d'assumer le truc. Alors, l'idée, si tu veux, ça rentre dans ma stratégie générale de développement patrimonial, c'est que la société de marchand de biens, elle est là pour générer des fonds, clairement, pour faire gagner de l'argent. Et l'objectif de ces fonds, après, c'est de les replacer. Parce que j'en parle pas mal, je crois, sur le site. Mon objectif à terme, c'est celui du petit gamin, c'est de devenir rentier et de plus rien faire au niveau du boulot pour pouvoir me mettre dans toutes mes passions, mes envies, mes trucs. Et pourquoi pas le business, ça peut être une passion, parce que finalement, tu vois, plus tu te mets là-dedans et puis effectivement. Sinon en général t'arrêtes assez vite. Mais en tout cas, c'est de plus être dépendant, et je pense que c'est un peu ce qui attire tout le monde dans l'immobilier, c'est de plus être dépendant de cette condition de salarié, ou en tout cas de travailleur actif, quoi. Donc pour ça, la stratégie, elle était entre autres, un des piliers de la stratégie, c'est l'investissement locatif. C'est dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Exactement, d'avoir des locations qui ramènent un revenu, un revenu des loyers, un revenu locatif. Ouais, un revenu locatif. Voilà, exactement. Et alors, ce qui m'intéressait, moi, dans le challenge, c'était surtout de faire un appartement autofinancé. Parce que là, t'es gentil, tu m'as enlevé l'autofinancé. Effectivement. Cela va de soi. C'est sympa de ta part. Ouais, c'est sympa. Parce qu'effectivement, acheter un appartement tous les 6 mois, si tu fais 15 000 euros par mois, il suffit de mettre un peu de gras. Voilà. Non, la difficulté, là, moi, ce qui m'intéressait, c'était de dire, dans ma situation actuelle, on l'a compris, là on est à la 3e année de l'entreprise. La première année on s'est pas payé, la 2e année je me suis payé pas loin de SMIC. Là maintenant on a 2 jolis salaires, donc c'est chouette, mais l'idée c'était de dire ma situation patrimoniale doit continuer à avancer malgré le fait que j'ai pas 50 000 euros par an à mettre dans une acquisition. Donc ce que je voulais faire, et puis oui, alors, je suis obligé de te faire une parenthèse, c'est qu'il y a un principe très, très intéressant et très important à mon avis quand tu fais de l'investissement locatif, c'est qu'il ne faut jamais acheter du déficit. Ça, je pense que beaucoup de gens ont pu le lire sur Internet. Explique-nous un peu, ouais. L'idée, c'est de dire, alors voilà, acheter du déficit, tu vas acheter un déficit, c'est ce qu'on fait le plus souvent en fait, quand tu vas acheter un appartement, que tu vas devoir payer un crédit, et que tu vas avoir des loyers en face, et que quand on met toutes les charges les unes, les impôts, les charges de copropriété, etc., finalement, ça te coûte de l'argent à la fin. D'accord ? Voilà, chaque mois. C'est ce qu'on appelle un effort d'épargne. Voilà, que tu dois faire un effort d'épargne. Et quand tu dois faire un effort d'épargne, on dit que tu as acheté un déficit. Parce que ça veut dire que si demain, tu te fais licencier, tu as envie d'arrêter ton job ou tout ce que tu veux, tu vas avoir un problème pour payer cet appartement. Alors, cet appartement, il est là pour améliorer ta condition. D'accord.
D'accord? Donc effectivement, c'est pas une mauvaise opération. Il y a plein de gens qui le font comme ça et qui ont les moyens de le faire. Pour une raison simple, c'est que de toute évidence, tu vas amortir ton crédit et donc au fur et à mesure, tu vas te créer un patrimoine immobilier. Ouais. Et donc autofinancé pour toi, ça veut dire que... Alors autofinancé, ça a été un grand débat sur le. Ça veut dire ce que tu as envie. Mais on va dire la version simple. La version de Jean. La version sur mon site, c'est tout simplement de dire que je vais faire un achat. Et qu'à la fin, cet achat, je ne vais pas avoir besoin de mettre de l'argent dans cet achat et que surtout, l'achat va s'auto-entretenir. Tu vois? Donc c'est que tous les mois, il y a plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Tout du moins qu'on est à l'équilibre. Le challenge, d'accord, exactement. Donc ce qu'on appelle aussi le cash flow, soit neutre, comme tu dis, ou soit positif. C'est des vilains mots que tu dis. Oui. Non, mais simplifie. C'est la même notion. C'est la même simplifie. notion. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un cash flow positif. Effectivement, c'est que il y a un excédent de trésorerie au lieu d'avoir excédent de trésorerie. C'est exactement ça en bon français. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, mais c'est même pas le mot anglais, c'est que chacun voit dans le cash flow, il y a une notion économique et ça donne lieu à un débat également. Donc toujours est-il que l'objectif c'était de faire ça. Acquérir un appartement. Pourquoi tous les 6 mois? Parce que si j'avais dit les gars je vais acheter ça tous les 10 ans, ça va pas faire réagir. Donc tous les 6 mois le but c'est de dire on enchaîne quoi. On enchaîne et c'est possible d'avoir une grosse activité de ce côté-là sans forcément autofinancer. Alors après effectivement ce qui est intéressant là-dedans c'était surtout je le dis en toute transparence, c'était de partager mon expérience par rapport à ça. Et principalement, quand j'en parle, effectivement, le défi se réalise comme prévu jusque-là, mais je parle principalement de ce qui a raté. Ouais, il y a plein de choses qui ont raté. Et c'est super important, je trouve, de voir justement les erreurs que les gens font pour... t'apprends plus en découvrant les erreurs que... Ce qui est marrant, c'est ça. Et ce qui est marrant dans mon cas, c'est qu'en plus, j'ai fait des erreurs... Enfin, tu vois, un copain les aurait faites, je lui aurais mis des claques en lui disant mais tu rigoles, je te l'avais dit quoi. C'est des trucs que je savais, mais voilà, il y a toujours des concours de circonstances voilà. Mais c'est intéressant, ça fait ma propre expérience. Du coup, je trouve pour tous les personnes qui nous écoutent, allez voir sur le site Investir et Immobilier, parce que même si Jean a, on peut dire, une expérience d'immobilier professionnel, par ailleurs, dans la description de ce défi, on voit les erreurs qui peuvent être commises, même par les meilleurs quoi. Voilà. Voilà, et pour le coup, merci pour le meilleur, j'aime bien. Et pour le coup, sur le premier, ça a été l'occasion vraiment de tester le modèle économique. Donc, tout le souci sur celui-là, c'est que je me suis raté au niveau du crédit, j'ai fait une bêtise. Ouais, on laissera les gens aller voir sur le site, toi, c'est spoiler, hein. Un peu de suspense. Pas spoiler, mais ce qui fait que ça retarde un petit peu le deuxième. L'autre élément, c'est que en fait, je suis super à fond sur la boîte parce qu'elle est en train d'exploser. Donc, tu doutes bien qu'entre prendre ma rémunération tout de suite ou la prendre dans 10 ans, je privilégie là où il y a le plus gros argent, comme ils disent. Mais a priori, ça tourne, c'est prévu, ça marche. Je vais essayer d'autres modèles économiques que celui que je vous laisse découvrir sur le site. J'ai 2-3 idées. Le but, c'est vraiment de tester, c'est de faire de l'expérience et puis au fur et à mesure de faire grimper mon patrimoine. Alors, bien évidemment, si demain, la société me rémunère trop, tu te doutes bien que je vais être obligé obligé. On dirait ça. Ok, c'est un bon problème. Comme si c'était pénible, tu sais. Ouais, voilà, c'est bon. Et puis j'y suis pas, mais l'idée c'est de faire passer en fait à terme l'excédent de rémunération de la société dans de l'investissement sur la SCI. Donc c'est pour ça que je parle de 3 ans, parce que est-ce qu'après le côté autofinancé m'intéressera toujours? Je serai peut-être plus dans ce challenge-là, quoi. Le but c'est quand même que ma situation patrimoniale elle soit d'accord, ok. Optimisé. Bon super. Donc on va laisser un lien vers le site internet pour découvrir l'aventure. Et puis maintenant on va pouvoir passer vers la dernière partie de l'épisode. Ouais. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, première question, parmi les 4 questions que je pose à tous les invités, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Alors ça c'est la question que je pose souvent. J'en ai un parce qu'il faut toujours donner une réponse, mais j'ai envie de dire, je pense que ça c'est très important, justement l'aspect livre, surtout pas un seul livre en fait, justement surtout pas un seul. C'est une très bonne question, hein, mais surtout pas un seul livre, parce que tu vois, dans mon expérience, ce qui a été intéressant au niveau des bouquins, c'est de toucher à la fois à ta spécialité, donc un bouquin sur l'immobilier, à la fois la catégorie dans laquelle tu es, c'est-à-dire l'entreprise, donc un bouquin sur le business, et après finalement il y a quand même pas mal de bouquins de développement personnel, étonnamment, tout à fait. Alors peut-être un livre, on va dire, déclencheur qui fait changer l'état d'esprit pour quelqu'un qui vraiment commence à avoir une réflexion sur investir dans l'immobilier. C'est ça. Ça sera pas sur l'immobilier, j'en suis désolé, mais c'est celui que j'ai envie de choisir. C'est Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Tu vois, c'est un des derniers que j'ai lu.
Voilà, bon, clairement c'est pas original, mais celui qui l'a pas lu, il doit le lire. Il faut absolument que ça soit complété par d'autres choses. Mais ce que j'aime dans ce livre-là, c'est cette idée, non pas d'être d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, surtout pas, mais de casser les codes, quoi. De remettre en question le principe, de pas faire comme on m'a appris depuis toujours. Tu vois, chez nous, tous les dimanches midi, tout le monde parle d'acheter un appartement étudiant dans le campus à côté de chez nous. C'est un truc qui marchait super bien dans les années 80 et qui sert plus à rien aujourd'hui. Mais il faut faire comme ça, les gens font comme ça. Et justement, dans le passage où j'étais agent immobilier dans le neuf, je passais 85% de mon entretien à briser des codes culture. Et je pense que ce livre-là, il est intéressant pour ça, c'est de dire, bon, réfléchis par toi-même, une évidence, mais remets en question, quoi. Remets en question. Ouais, c'est ça, parce que finalement, si tu fais comme les autres, tu finiras comme les autres. Non, effectivement, c'est vraiment un très bon livre aussi. Je l'ai lu à un moment et effectivement, il donne vraiment aussi de la motivation. Tu le finis, tu as envie de commencer quelque chose, quoi. Ouais, le conseil général, ce sera surtout lis tout, touche à tout. C'est d'ailleurs toutes les études un peu gogo sur comment ils sont devenus riches te disent que la majorité des mecs lisent beaucoup. Et c'est pas faux, parce que c'est là-dedans que tu vas trouver. Les deux conseils, c'est ça, c'est lire beaucoup et sortir, quoi. De sa zone de confort. Sortir dans le sens de la fameuse zone de confort. On le connaît tous. Moi, j'en parle sur le site également. Sortir de sa zone de confort et d'aller rencontrer des gens, parce que finalement dans ce bouquin-là, si tu veux, tu vas retenir sur les 100 conseils qu'on va te donner, tu vas retenir qu'un ou deux. Mais simplement, c'est l'accumulation de tous ces bouquins qui vont faire tous les principes de vie. Et d'ailleurs, quand tes parents t'ont éduqué, ils t'ont pas tout dit en une fois. Ils t'ont dit plein de petites choses au fur et à mesure, et c'est ce qui a fait ce que t'es devenu pour la majorité d'entre nous. C'est le même principe. Donc, lire à fond, lire tout. Excellent. Pas facile. C'est sûr. Je sais pas, tu dédies toi une partie de ton temps à la lecture de façon volontaire ? Ah tu vois, c'est les conseils sont pas les. Ouais, non, j'essaye. J'ai fait un gros effort sur ça récemment. Toute la difficulté, c'est le mot magique, c'est l'équilibre entre la vie perso, la vie pro, les loisirs. Et je crois que le gros challenge, il est là, quoi. C'est de ne pas laisser passer sa vie, donc d'avoir la vie perso. Tu vois, être un fade du boulot, c'est bien, mais faut pas trop non plus. Mais oui, j'y arrive. Ouais, j'y arrive quand même. J'y arrive beaucoup plus que quand j'étais plus jeune. Et forcément, tu sais, ça t'amène une forme pas de regret, mais tu dis mince, si j'avais commencé plus tôt, j'aurais pu en savoir plus. Ouais. Alors, deuxième question, on dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Toi, est-ce qu'il y a une erreur qui te vient à l'esprit, que tu as faite et qui t'a marqué, que tu recommanderais à des gens de faire attention à ne pas faire? Ouais, là, tu vas vraiment croire que j'essaie d'esquiver les questions, mais finalement, c'est la même chose que sur le livre. Je peux t'en citer plein des erreurs. J'ai la chance qu'il n'y en a pas des, tu vois, le permis d'aménager dont on parlait tout à l'heure, c'en était une. Oui. Mais c'est une série, la vie est une série d'erreurs, et j'ai toujours considéré, mais c'est d'une banalité affligeante, mais de le vivre, c'est pas pareil que de le dire. De considérer que chacune de mes erreurs, en fait, c'était juste une étape vers la prochaine réussite. Et là, maintenant, avec un peu de recul, je peux le dire. À chaque fois que je me suis trompé, ça n'a été qu'une étape pour aller sur l'étape d'après, quoi. Donc, une erreur en particulier, plus spécifiquement dans le domaine de l'immobilier. Une récente, par exemple, sur ton dernier... sur ton dernier cas, écoute, j'en ai une qui date de ce week-end. On vient de rater une opération parce qu'on n'a pas fait la proposition au bon moment. Donc, c'est te dire, comme je peux pas t'en sortir un principe général, mais c'est vraiment cumuler l'expérience, et on revient dans ce qu'on a dit, c'est très bien, enfin tu vois, tout est logique, on revient dans ce qu'on a dit dans le livre, c'est sortir de sa zone de confort, faut pas hésiter à faire une erreur, tu vois. Effectivement, il faut faire attention, il y a des choses, faut pas se lancer comme là spécifiquement, c'est quoi que c'est-à-dire vous avez pas fait la proposition au bon moment? On n'a pas fait, bon, il faudrait rentrer dans le cas particulier, mais en fait on a fait une visite et une visite jeudi, revisite vendredi, donc là aujourd'hui on est mardi, donc, la semaine suivante, et on voulait attendre, comme on travaille, donc l'agent immobilier, c'est des partenaires avec qui on travaille, on voulait pas faire une proposition d'emblée. Suite, Voilà, parce qu'on attendait la réponse du maître d'œuvre sur les travaux en fait de la cité, une rénovation de maison. Et pour éviter de leur faire une offre qui tenait pas la route, on n'a pas fait ça. Au final, il y a eu une visite et revisite samedi de particuliers qui, à mon avis, ont un dossier bien moins intéressant pour à la fois le vendeur, à la fois l'agent immobilier. Mais toujours est-il que le responsable d'agence avec qui on n'était pas en contact à ce moment-là a prétexté que c'était la première offre qui passait qui était la plus intéressante. Alors ça, c'est un débat inintéressant pour aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'on a raté l'opération comme ça parce qu'on a voulu appliquer un système et que c'était pas le bon système à ce moment-là. Ok, d'accord. C'est une série, voilà. Mais tout ça pour dire que ça, tu vas pas faire un principe de vie avec ça. Mais c'est une série d'éléments comme ça, une série d'expériences. On va faire ça. Donc si vous restez, pour généraliser, si vous restez dans votre petit cocon, dans vos petites habitudes, dans vos petits trucs, c'est sûr, vous n'allez pas vous planter. Mais c'est sûr, demain vous serez toujours à écouter des gens plutôt qu'à parler. Ouais, ok, d'accord. Alors, petite question un peu plus personnelle. À part l'immobilier, quels sont tes loisirs? Ce que tu fais pour occuper ton temps personnel? Alors ça c'est les amis, la famille, tout ça. Hein, ça c'est une évidence et je pense que c'est vraiment très 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 important. Mais justement, ma particularité, et c'est ce qu'évoque mon parcours, c'est que j'ai beaucoup de lubies. Tu vois, je suis un mec qui s'intéresse à un truc, qui fonce dedans
pendant toute une période et qui passe à autre chose derrière. Parce qu'en fait, mon loisir, c'est, si tu veux, principalement, c'est d'apprendre. D'accord. C'est d'apprendre, de découvrir. Alors, ça m'a amené où? Ça m'a amené que là, si, j'ai une super actu. Là, mon lubie actuel, c'est la course à pied. D'accord. C'est un peu lié à l'entreprise. J'avais besoin de faire du sport, tu vois. C'est super important, je pense, d'entretenir son corps, la nutrition, toutes ces choses-là. C'est une vérité absolue, encore faut-il le faire. Et j'avais besoin d'un sport que je puisse faire en fonction de mes journées de travail, tu vois. Donc, pas forcément avec du monde de dispo. Et puis un peu à n'importe quel moment de la journée. Donc la course à pied s'est imposée un peu comme ça. Et de fil en aiguille, tu vois, je me suis mis à faire un semi-marathon. Et là, je suis dans la dernière ligne droite pour mon premier marathon. Donc le marathon de Bordeaux du 9 avril. Excellent. Dans 3 semaines. Ouais, je te cache pas. Ben, tu vois, sortir de sa zone de confort, là, je suis complètement dedans. Je peux vous dire, j'ai les chocottes. Je suis prêt. Hein, le programme a été super béton. Je suis prêt, il n'y a pas de souci. Mais il y a une espèce d'inconnu après le 25e kilomètre, le 25e, le 30e, le 35e. Ouais. Ça fait que voilà, comment je fais? J'accélère ou j'accélère pas? Il y a cette espèce de. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, bon courage pour ton marathon. C'est gentil, j'espère que ça se passera bien. Ouais. Mais toujours utile, encore une fois, si ça se passe pas exactement comme je voulais, c'est une bonne expérience. Non, c'est sûr. C'est un moment, avant tout, c'est un moment humain, c'est un moment de plaisir. Bon, l'objectif numéro 1, ce sera de le finir déjà. Ouais, objectif numéro 1, finir. Objectif numéro 2, j'aimerais être en moins de 4 heures. Tu vois, d'accord. Si je suis en moins de 4 heures, je suis mon propre héros. Ok. Tu vois, ok, voilà. Excellent. Et enfin, dernière question, à ton avis, et donc là c'est vraiment ton avis personnel, qu'est-ce qui pourrait séparer une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou commence jamais? Ouais, la réponse elle est dans ta question. La difficulté dans l'immobilier, c'est que c'est long. Il faut admettre que c'est long. C'est une vérité. C'est pas une martingale, quoi. Les gens qui pensent qui veulent faire fortune d'aujourd'hui à demain, déjà moi j'y crois moyen. Ce sera l'occasion de quelques rares élus. C'est vrai. Ouais. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. Regarde, tu vois nos opérations qui sont quand même extrêmement rentables. Il faut le dire. Elles durent 1 an. Donc pendant 1 an, si tu veux, tu es toujours sur la même opération. Moi j'ai toujours ce problème quand on est avec les amis qui me disent alors comment ça va le boulot. Oui. Je les ai vus 2 semaines avant, donc je sais pas quoi leur dire. Ouais. Parce que, là on a eu un papier en plus, mais voilà, exactement, un papier sur les 100 qu'on a besoin. Donc il faut bien comprendre, une fois que tu as admis ça dans l'immobilier, tout le jeu c'est justement de ne pas se décourager. Donc quelle est la différence entre celui qui réussit et celui qui commence jamais? Il y en a un qui a commencé jamais. Ouais, et c'est primordial. Je sais pas comment on peut le faire comprendre vraiment aux gens. Non, c'est vrai, mais comme tu dis, de se dire que c'est un jeu de long terme et que il faut commencer à mettre le pied et que l'enrichissement va pas arriver du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça prend du savoir, d'apprentissage. Sortir de cette zone de confort, sortir de chez soi, faire les choses parce que quand on est agent immobilier, il y a ce rapport-là. Quand tu es agent immobilier, tu mets 1000 actions en place dans ta journée, dans ton mois, et en fait il y en a 10 qui marchent. Il y en a 10 qui amènent quelque chose fondamentalement. Mais simplement tu sais pas lesquels. Et là ça va être la même chose. Si tu es un jeune investisseur et que tu te lances que ce soit ta résidence principale, ton truc, etc., tu vas visiter 400 baraques, tu vas faire 12 banquiers, tu vas voir autant de maîtres d'œuvre, etc. Et en fait, tu ne peux pas savoir le matin quand tu te lèves quelle est l'action qui était strictement inutile de l'action qui n'était pas. Et là, ça, c'est un très bon exemple pour nous. On étudie ce qu'on a des pistes, ce qu'on appelle les pistes ouvertes, mais des pistes de projets, mais tous les jours. On en a 2-3 par jour qu'on étudie pour en faire une tous les 2 mois. D'accord. Donc t'imagines le nombre d'actions inutiles pour finalement. Non, d'accord. Non, mais c'est du coup 2 choses, c'est considérer que l'immobilier c'est une aventure de long terme, et la deuxième chose c'est que il faut travailler dur et faire beaucoup de petites actions pour aller vers l'objectif désiré, et ne pas avoir peur d'en faire beaucoup des actions justement, quoi. Ouais. Mais tu sais, dans ce milieu, il y a une phrase qui est souvent citée que je vois aussi pas mal sur le net, donc elle est pas du tout de moi. J'espère que je vais te la trouver en une fois. C'est de dire que le pas qu'il y a entre l'ignorance et le savoir est bien plus petit que celui qu'il y a entre le savoir et l'action. Et c'est vraiment ça la clé. C'est que j'aurais beau tout te dire, et c'est le cas, regarde mon entourage, ils ont à disposition en termes d'immobilier tout mon savoir, tu vois, tout ce que je prétends tout savoir. Voilà, et c'est pas pour autant que j'en ai pas plein autour de moi qui font rien. Alors après, qu'ils fassent pas autant, bien sûr, chacun a son profil, chacun a son histoire. Mais j'ai plein de gens qui ont une situation patrimoniale qui est pas du tout optimisée et qui pour pas grand chose, voire même je pourrais le faire pour eux, tu vois, parce que c'est des amis. Voilà, mais il y a toute cette différence entre je sais ce qu'il faut faire. Attends, on va remonter à l'école, hein. Tu savais très bien qu'il fallait faire tes devoirs, tu savais pourquoi, on comprenait très bien.
Non, c'est vrai. Ouais. J'étais le premier à pas le faire. Voilà. Donc, là, c'est la même chose. Et à mon avis, la différence, elle ne tient qu'à ça. C'est-à-dire, il y a tous ceux qui ont des super projets. J'ai un autre exemple. Tu vois, j'ai un de mes meilleurs amis qui est photographe, qui est photographe reporter à l'échelle internationale, qui est un mec extraordinaire et qui fait des choses dingues dans son métier. Quand il a commencé, donc on était au lycée, que le projet était en cours, j'avais également une copine qui faisait des photos. Et la copine en question, moi, j'aurais pas pu faire la différence au niveau des photos à cette époque entre la qualité des photos du copain et la qualité du photo de la copine. Ouais, tu vois. ok. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que ce mec-là, en fait, il est parti, il a lancé des projets, il a fait des choses. Il est parti, entre autres, il nous a fait une magnifique où il rentre au fond de je sais plus quel bureau de presse ou de journal, où il va au fond dans le bureau du directeur et il pose les photos sur la table, tu vois. Ce genre de bêtises. Alors, ça se faisait pas du tout comme ça, mais il a essayé quelque chose, tu vois, et ça a marché d'ailleurs. Ouais, ok, d'accord. Et ben lui, actuellement, il vit de ça. En ce moment, il est en Chine, il est parti pour 3 mois, il nous fait Chine, Hong Kong. Il fait tout le tour. Il a vécu je sais pas combien d'années au Maghreb, à Casablanca. Ça m'a permis de faire des petits voyages. Merci. Voilà, tu vois, donc le mec a réalisé quelque chose. Ouais, il est passé à l'action. À l'origine, fondamentalement, il n'y avait rien qui permettait de déterminer que son travail était meilleur que celui de la copine. Mais lui, il l'a fait. Voilà, c'est ça. Il l'a fait et crois-moi qu'il s'est planté un bon paquet de fois. Ouais. En particulier, lui, encore plus que moi. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ok, excellent, ouais, bel exemple. Bah écoute, merci beaucoup Jean pour cette petite discussion, vraiment très intéressante. Avec grand plaisir. Je réinvite les auditeurs à aller sur ton blog investir-et-immobilier.com. On mettra le lien dans les notes de l'épisode. Bah à très bientôt, j'espère. Avec grand plaisir. Et puis bon courage encore pour ton marathon, et puis pour ton entreprise, et puis pour tes projets d'investissement personnel. Super, merci beaucoup Bruno, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Et voilà, j'espère que cette discussion avec Jean vous a appris des choses. Si vous pensiez devenir marchand de biens, nous avons là un bel exemple. Avant de nous quitter et vous de laisser partir à vos activités habituelles, j'ai juste une petite faveur à vous demander, comme toujours, d'aller donner un avis sur iTunes. Alors, même si actuellement vous êtes occupé, les mains sur le volant, sans connexion internet ou en train d'écouter le podcast pour vous endormir, pensez à moi quand vous faites des recherches sur le bon coin et prenez une minute pour aller sur iTunes, poster un avis et noter le podcast. Un avis de 5 étoiles, ce serait bien si vous avez vraiment apprécié l'émission. Ce petit geste de votre part permettra de faire découvrir à plus de monde encore l'investissement immobilier. À très bientôt, ciao. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.